On va rester ensemble, si vous le voulez bien, encore quelques minutes pour passer à cette période de discussion générale qu'on a prévue à la fin de la journée. Je ne sais pas, oui, on va avoir quelques chaises supplémentaires. Merci beaucoup. J'invite les orateurs du matin à venir nous rejoindre sur scène pour qu'on puisse avoir cette discussion générale. Je suis sûr que vous avez dans la salle encore quelques questions brûlantes pour tel ou tel orateur, mais je voudrais aussi qu'on puisse avoir une discussion sur des thèmes généraux. Et peut-être pour lancer la discussion, je vous propose un thème qui a été soulevé ce matin par Noémie Ledonnet, qui n'a pas pu rester malheureusement, mais qui, je trouve, concerne chacun d'entre nous et concerne notre système éducatif aussi, c'est celui de l'inéquité. On a mentionné ce matin que la France avait un des problèmes essentiels dans ce domaine. On est un pays qui se vante d'avoir égalité parmi d'autres maximes. Et malheureusement, notre système scolaire, notre enseignement n'est pas aussi égalitaire qu'on le souhaiterait. Est-ce que chacun dans vos qualités, peut-être Stéphanie pour commencer, vous avez envie d'adresser cette question? Est-ce que par exemple, on pourrait augmenter l'égalité des chances devant le sommeil? Tu as présenté des études corrélatives qui suggèrent qu'il y a une corrélation, mais est-ce que ce n'est pas parfois simplement les conditions de vie des personnes qui les empêchent de dormir avec du bruit, un environnement inapproprié? Alors, c'est évident, c'est-à-dire qu'en fonction de la condition de vie, les conditions sociales, les conditions économiques, le sommeil va être impacté. On sait que le temps de sommeil des enfants qui sont issus de familles à bas niveau socio-économique est encore plus écourté que celle des enfants issus de familles à haut niveau socio-économique, donc c'est certain. Et l'idée, c'est de voir justement comment est-ce qu'on peut travailler pour faire en sorte que le sommeil soit un droit. On a travaillé cette année, et notamment avec le CESEN, avec la COFRAD, pour faire que le sommeil soit un droit de l'enfant. Pour que tous les enfants puissent avoir les conditions nécessaires pour dormir correctement. Mais bien entendu, ce ne sera pas une solution aux inégalités, ça, c'est certain, mais c'est une piste. Composante. Est-ce que vous souhaitez intervenir sur ce sujet, ou peut-être qui souhaite poser des questions aux intervenants de la journée? Anne? Peut-être, disons, dans ce que j'ai montré moi, c'est que les bébés sont des extraordinaires machines à apprendre. Et on voit bien que cet apprentissage, il se fait quand même dans un contexte social en très grande majorité. Et donc, c'est vrai que des enfants qui sont privés d'un contexte social riche parce que leurs parents sont trop occupés à faire autre chose globalement et que les circonstances sont mauvaises, voilà, on sait qu'on n'apprend pas devant la télé. Donc, ça aussi, c'est une source d'inéquité. Comment la résoudre sans juste résoudre le problème de la pauvreté, c'est pas si facile. À part avoir peut-être un système de crèche et d'assistante maternelle bien formé, très efficace. Voilà, on peut essayer peut-être par des ressources publiques, de fournir des conditions éducatives plus favorables. François, tu peux peut-être nous rejoindre sur scène d'ailleurs, François. Non, c'était juste une petite question à Anne-Christophe. Vous avez beaucoup mis en scène la maman, mais si on remplace la maman par le papa, est-ce que ça change quelque chose ou rien? Voilà. Ça marche tout pareil. J'ai essayé de faire attention de dire la personne qui accompagne le bébé. Voilà, des fois j'ai dit la maman, mais c'est tout pareil. Alain, tu veux intervenir sur le rôle de l'environnement et l'importance de l'environnement enrichi? Chez la souris, ça existe aussi. Il faut surtout s'abstenir de distinguer l'environnement du gène. C'est-à-dire que c'est toujours une interaction pour tout, pour les pathologies, pour la vie. Enfin, même le terme de pathologie n'a pas toujours un sens exact. C'est-à-dire que le normal et le pathologique, c'est la même chose. Une pathologie, c'est un normal qui déraille de toute façon. Donc, et c'est toujours l'interaction entre un fond génétique, parfois très complexe, qui peut impliquer des centaines, voire des milliers de gènes, et puis évidemment l'environnement qui accompagne le développement de l'enfant, et aussi celui de l'adulte d'ailleurs. Donc il y a une chose qui est très étonnante, par exemple si vous prenez des animaux qui ont le même génome, c'est-à-dire que des clones, des souris, des clones, à la naissance, totalement, quasiment identiques, eh bien, vous allez les séparer de leur mère pendant 10 jours, entre le 10e jour et le 20e jour de la vie postnatale. Et à l'âge adulte, vous allez leur faire un grand choc, les mettre devant un mâle dominant comme ça, très méchant.
Et il y en a la moitié qui vont devenir anxieux, déprimés et tout, et les autres qui s'en foutent complètement. Donc, ce qui veut dire que des micro-variations du développement qu'on ne voit pas forcément dans une cage, des micro-interactions entre les individus, vont faire que même avec des conditions totalement normales, identiques apparemment de développement, ben, il y en a qui vont être résilients et d'autres qui ne vont pas l'être. Et ça, c'est très intéressant, cette notion de résilience. C'est-à-dire que si on pouvait comprendre pourquoi certains animaux sont résilients et d'autres pas, je pense qu'on aurait accès à des compréhensions des phénomènes de résistance et d'adaptation. Parce que, vous voyez, quand j'ai parlé de l'amblyopie, on ne dit pas il n'est pas malade, le môme qui est amblyope. Il est adapté. Mais il est adapté à un monde monoculaire, ben voilà, quoi, c'est tout. Il utilise au maximum l'œil qui lui reste parce qu'il l'envahit tout. Donc l'adaptation peut en fait apparaître comme quelque chose qui ne va pas très bien quand le milieu va pas bien. Mais en fait, peut-être que beaucoup de maladies sont des adaptations à un milieu qui a déraillé au moment où il ne fallait pas. Jean-Jacques ? Oui, je voudrais intervenir sur cette question de l'environnement du nouveau-né, du très petit enfant, parce qu'on a beaucoup parlé de l'enfant en tant que récepteur, on parle beaucoup d'apprentissage, d'éducation. Il y a quelque chose qu'il faut peut-être bien préciser sur le plan évolutif, c'est que notre espèce, par rapport aux primates que je vous ai montré tout à l'heure, a des caractéristiques de développement qui sont tout à fait uniques. Et en particulier, les hommes sont ce qu'on appelle des reproducteurs coopératifs. Alors, je connais quelqu'un qui dit qu'il est toujours très coopératif quand il s'agit de reproduction, mais ce n'est pas ça que ça veut dire. De quoi il s'agit ? Il s'agit du fait qu'à cause d'un processus de développement très particulier qui fait qu'en fait les jeunes enfants sont très dépendants des adultes pendant très longtemps, alors même que leur mère peut avoir d'autres enfants. Enfin, il y a tout un développement à faire là-dessus, des différences assez marquées avec les autres primates. Et donc cette histoire de reproduction coopérative, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, les enfants sont élevés par un groupe d'adultes et pas par une femelle isolée, comme ça peut être le cas chez d'autres mammifères. Et donc, dans l'espèce humaine particulièrement, les enfants, et au départ c'est une question de survie chez les hominines anciens, développent, et sont sélectionnés pour ça, développent des stratégies pour attirer ce qu'on appelle des alloparents, c'est-à-dire des sortes d'adultes supplémentaires qui vont contribuer à leur développement, apporter de l'énergie, de la nourriture, etc. Et donc, enfin, je dis ça un peu avec mes mots, mais les nouveau-nés, les petits-enfants, développent des stratégies un peu de séduction par rapport aux adultes qui les entourent. Alors, j'ai 2 petites filles, je peux vous dire que séduisant. Dès leur naissance, elles m'ont eu. Et donc, c'est intéressant parce qu'il faut bien comprendre que même dès la naissance, les jeunes enfants sont proactifs dans cet environnement. Et donc, on pense d'ailleurs que c'est une des sources principales de la prosocialité humaine. C'est-à-dire qu'on développe une théorie de l'esprit extrêmement compliquée, une sensibilité, une grande sensibilité aux états émotionnels des autres. Et ça, c'est quelque chose qui est présent dès le départ. Et donc, il y a cette interaction en double sens, si je peux dire. C'est-à-dire, les enfants, ils reçoivent un tas d'informations, ils apprennent, mais en même temps, ils ont aussi cette propension à créer du lien. Alors, pas seulement avec leur mère, mais avec leur grand-père ou avec d'autres. Et dans le fond, c'est un mécanisme adaptatif très très important qui est très particulier à notre espèce. C'est juste pour compléter un petit peu le paysage. Merci. Et juste pour rajouter mon petit grain de sel avant de donner la parole à Pierre-Michel, donc pour quand même tordre le cou un petit peu à cette distinction binaire qu'on a envie de faire entre environnement et génome, entre inné et acquis, je crois que c'est presque
toujours, on doit dire, c'est 100% d'inné et 100% d'acquis dans des apprentissages. Et en particulier, il y a un danger quand même à mettre trop en valeur l'environnement dans une perspective empiriste, qui est quand même celle beaucoup de l'intelligence artificielle. Il faut rajouter des données. Excuse-moi, mais je ne peux pas empêcher cette petite pique. Mais il faut penser que, par exemple, dans mon livre Apprendre, je commence par décrire cet enfant qui est devenu aveugle au Brésil parce qu'il a pris une balle perdue, qui est tétraplégique et qui néanmoins développe des capacités intellectuelles parfaitement normales, un langage extrêmement raffiné, il est trilingue. Et voilà, de la même manière, des enfants aveugles peuvent devenir de grands mathématiciens. Et au laboratoire, on scanne des personnes qui sont mathématiciens aveugles. Donc ça veut dire que l'environnement, certes, c'est important de l'enrichir, mais avant tout, peut-être, il y a une projection par le cerveau de structures qui vont quand même se développer. Et ce sont les mêmes mathématiques chez une personne aveugle que chez une personne voyante. Donc il y a une capacité du cerveau de développer des structures de façon extraordinairement, finalement, autonome et minimalement dépendante de la prise d'information dans l'environnement. Pierre Michel. Oui, c'était juste, mais peut-être ça contretemps, c'était ta remarque sur l'équité et l'inéquité. Évidemment, c'est un grand sujet. C'est un sujet qui est d'autant plus redoutable que nos sociétés sont maintenant des sociétés diplômées. Et donc, ceux qui sont passés par l'éducation primaire, secondaire, supérieure, vont évidemment transmettre. Et il se développe une stratégie parentale qui est très sophistiquée, qui absorbe à peu près la totalité d'une partie significative des connaissances qui sont diffusées ici, sur les hard skills et les soft skills, et il s'est créé une parentologie ou une activité de métier de parent pour transmettre de manière la plus efficace possible. Les parents, c'est l'efficacité. L'équité, c'est le système scolaire, mais le système scolaire a une emprise limitée sur la production de connaissances et d'apprentissage. Et plus on va se déplacer vers toutes les dimensions qui ont été explorées, du socio-comportemental, du sommeil, etc., plus on va augmenter l'influence, évidemment, de ce que les parents peuvent injecter comme effort et comme production de bons comportements dans l'apprentissage des enfants. Autrement dit, c'est une course-poursuite sans fin, d'une certaine manière, et pour arriver à obtenir, c'est en fait une tension. Je le redirai demain matin, mais c'est une tension entre l'efficacité et l'équité. C'est toujours la même histoire. Tu ne peux pas obtenir, j'aimerais avoir 100% d'équité et 100% d'efficacité comme toi, 100% d'inné et 100% d'acquis, mais les sociétés ne sont pas construites comme ça. Elles peuvent faire mouvement par de bonnes manières d'éduquer les enfants dans ce qui est du ressort le plus propice à l'équité, qui est le ressort du monde de l'école. Mais là, il faut des mécanismes et des méthodes et des moyens de travail et d'apprentissage qui sont effectivement mesurables et testables empiriquement pour écarter tout ce qui ne convient pas. Mais de fait, dès qu'il y a des différences entre les élèves, évidemment, se recréent immédiatement d'autres situations. Voilà. Merci pour cette intervention. Et je crois que Gérard Berry voulait intervenir aussi, bon, peut-être dans un second temps. Je reçois ton message, Pierre Michel, mais en même temps, j'ai en tête le diagramme de Noémie le donnait ce matin. On aimerait quand même que la France soit plutôt à la position du Canada. C'est pas impossible, puisque le Canada le fait. Je voudrais quand même qu'on prolonge un petit peu cette question aussi en reparlant du rôle du langage. Et je me tourne vers Pierre Chiron en particulier, mais aussi vers Anne-Christophe, parce que est-ce qu'on peut imaginer que l'apprentissage du langage joue un rôle non seulement dans l'apprentissage d'information, comme tu l'as mentionné, de vocabulaire, mais aussi dans le développement de ces relations d'empathie? Est-ce qu'on a des données fortes là-dessus? Est-ce que le programme des pro-gym, les pro-gymnastata qui étaient présentés ce matin pourraient jouer un rôle dans ce domaine de régulation affective également? Moi, il me semble qu'il y a des travaux d'Alain Berthoz qui montrent sur l'empathie en particulier et sur l'âge auquel il est préférable d'essayer de la cultiver pour que l'effet soit stabilisé. Bon, mais je ne suis pas neurobiologiste. En revanche, ce que j'aimerais ajouter, pour revenir un peu en arrière sur cette question de l'égalité, je voudrais vous faire pleurer sur le cas des pauvres enfants qui sont privés de télé. Ça a été le cas de mes deux enfants, de nos deux enfants, et au bout d'un certain temps, je commençais à
à m'inquiéter un peu. Je me disais, mais seront-ils normaux? Jusqu'au jour où notre fils nous a complètement rassurés. Je l'ai vu descendre au galop une pente au parc de Sceaux en hurlant « Goldorak !» Plus d'inquiétude. Moi, je m'interroge beaucoup sur les cours d'empathie. Pourquoi faudrait-il donner des cours d'empathie aux élèves? Et je me demande, alors je vais poser la question sous la forme scientifique, y a-t-il des études qui ont montré que des cours d'empathie pourraient avoir un impact positif sur les assemblées parlementaires? Alors écoutez, on cherche déjà à aider l'éducation nationale. Si maintenant il faut aider l'Assemblée nationale, je crois que là ça dépasse toutes les compétences réunies ici. Eh bien ce sera le mot de la fin. Restez jeunes, dormez bien et à demain matin.